tous, on continue le shiur sur Purim. On reprend Makor 5, Makor 5. Makor 5. On avait vu que lorsque l'âme Israël retourne en Eretz Israël, après 70 ans d'exil de Babel, poussé par l'appel de Koresh, Melech Paras, roi de Perse, Koresh dit aux Juifs de remonter pour construire le temple. Lorsqu'ils montent, ils sont confrontés au Am Haaretz. C'est quoi le Am Haaretz? C'est les Goïm qui sont installés en Eretz Israël. On a dit que c'était les Koutim, qui sont devenus peut-être les Shomronim, les Samaritains, et ils sont, eux, installés en Israël. Ils sont installés en Israël pendant l'absence des Juifs, pendant une époque de 70 ans. Lorsqu'ils arrivent, ils vont empêcher les Juifs de reconstruire le temple, mais surtout au Pasuk He, au Pasuk 5, au verset 5, on voit Vesocherim aleim yoatzim, l'affaire atzatam kol yeme koresh mener paras, vad malchut daryavesh mener paras. On voit qu'ils vont payer Socherim, des conseillers, afin de détruire le projet sioniste. C'est-à-dire pour les empêcher de réaliser leur projet sioniste, de reconstruire l'État d'Israël, reconstruire le temple. Vav, Uve Malchut Achashverosh, et lors de la royauté de Achashverosh, Bitrilat Malchuto, au début de son royaume, Kadvu Sitna, ils ont écrit une Sitna. Sitna, on avait traduit par, c'est comme Satan, une satanisation, une lettre satanique. En fait, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette lettre? Elle vient contre Yoal, c'est sûr, dans le sens de Neged, Yoshve Yehuda Yerushalayim, contre les habitants de Judée et de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit dans cette lettre? Et surtout de savoir qui c'est qui a écrit cette lettre. Alors regardez au Makor 6. À la source numéro 6, nous avons Rashi sur la Megillah. C'est pour ça que c'est très important de lire la Megillah avec le commentaire de Rashi. Et je vous le redis encore ces jours-ci. Il faut finir le plus rapidement possible, de façon à pouvoir tout ce que Rashi nous dévoile des secrets de la Megillah. Regardez le secret très grand qu'il nous dévoile ici. Rashi nous dit au Makor 6, Aseret bnei Aman, les 10 fils d'Aman. Ok, à la fin de la Megillah, on donne les noms des 10 fils d'Aman qui ont été pendus par le Ham Israël. Rashi nous dit, Aseret bnei Aman, Raïti beseder olam. J'ai vu dans le livre qui s'appelle Seder Olam. Seder Olam, c'est le livre qui raconte l'histoire du Ham Israël. Elu Asara Shekadvu Sitna al Yehuda Yerushalayim. Ce sont les 10 personnes qui ont écrit la lettre de satanisation. Ils ont écrit la lettre de satanisation contre la Judée et la reconstruction de Yerushalayim. De là, qu'est-ce qu'on voit? Que les 10 fils d'Aman, c'était pas n'importe quelle personne, c'était les personnes qui étaient contre le retour d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Haman, dit la Gemara, Haman, il habitait le nord d'Israël. Il habitait, vous pouvez l'écrire, je ne vous ai pas ramené ici la Gemara, il habitait un village qui s'appelait Kfar Kartzom. Baissez-vous. Kfar Kartzom, c'est quoi Kfar Kartzom? Panim Hadashot. C'est ton père qui t'a coupé les cheveux. T'amène. Il habitait Kfar Kartzom. C'est quoi Kfar Kartzom? C'est un village dans le Golan. Et il était avec ses fils. Et il faisait tout pour empêcher la reconstruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé, les Goïm qui étaient en Eretz Israël, de nommer des chefs politiques qui allaient chez Achashverosh pour l'influencer de ne pas permettre aux Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Donc, qui ils ont nommé? Les Goïm, ils ont nommé Haman comme étant leur chef de représentation de la question de la Palestine auprès de Achashverosh. Et les Juifs, ils ont nommé Mordechai et Yehudi, qui soient leurs représentants auprès d'Achashverosh au sujet de la question du sionisme. Et Haman et Mordechai, ils vont se retrouver à Shushan, la capitale, chez Achashverosh, mais tout le monde sait que Mordechai, il défend la cause sioniste, et Haman, il défend la cause palestinienne. Ça, c'est il y a 2500 ans. 2500 ans. Maintenant, regardez. Regardez qu'est-ce qu'il nous dévoile. Regardez ce qu'il nous dévoile à la fin, Rashi. Al Yehuda Yerushalayim, Kmo shekatuv besefer Ezra. Comme c'est marqué dans le livre de Ezra.
Maintenant, moi, j'ai un problème avec lui. J'ai pas un problème. Dans le livre de Ezra, ils ont dit que c'était Kol Yeme Koresh. D'accord, il y a marqué Socherim Aleim Yotzim Lafer Atzatam Kol Yeme Koresh. Pendant toute la période de Koresh, les Yoatzim, les conseillers, viennent influencer Koresh, c'est-à-dire, il semblerait que même déjà là, les 10 fils d'Aman étaient là avec Aman, du temps de Koresh, pour influencer Koresh, pour arrêter l'Alia. Et la question, c'est est-ce qu'ils ont réussi du temps de Koresh? On sait que du temps d'Achashverosh, ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? On a vu hier, d'arrêter la construction du Beth Amikdash. Il arrête Achashverosh. Archel Rosh, c'est le frère de la tête. Rosh, c'est Nebuchadnezzar, lui, c'est son frère. Mais est-ce que du temps de Koresh, pourquoi le Passouk nous dit ils ont agi aussi du temps de Koresh? Qu'on dirait qu'ils ont réussi du temps de Koresh. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Alors regardez le Makor. Ah, on l'avait vu ça, il se baladait dans son état, on l'avait vu ou pas? 37. Non, on l'a pas vu. Makor 37. Alors regardez le Makor 37. J'ai 4 cours en parallèle de Purim. C'est pour ça Nilod et mais c'est bien de faire des Chazarot, je pense, c'est toujours top. 37, on l'a vu? On avait commencé, on l'a pas fait. Oh, ok. Alors ok. Makor 37. Manuel, jette tu peux le jeter à la mer, c'est possible. Rien ne va se passer. Shirachirim Rabbah. Il y a plusieurs Shirachirim. 37, Shirachirim. Maintenant, c'est assez exceptionnel que Shirachirim traite de ce sujet-là. Parce que c'est l'amour entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, et il parle du retour d'Israël sur sa terre. Alors regardez. Veyadai natfu mor. Et mes mains, natfu, c'est quoi natfu? Notef. Non, c'est tipa. Il coule, mort. Il coule du parfum qui s'appelle Non, la mort, c'est la myrrhe en français? Il y a mort, ouais. Morxia, c'est de la myrrhe. Ok. Mort, c'est Haramoria. Le mont Moria, on l'appelle parce qu'il y a ce parfum-là avec lequel on va faire les ktoret, les encens. Ok, mort, c'est un parfum. Maintenant, il est bizarre ce parfum parce que mort, en français, bon, ça sonne très mal. Vous savez qu'il y a des enfants qui s'appellent morts. C'est-à-dire, mais je vous conseille pas d'appeler vos enfants morts parce qu'en français, c'est l'otof. Comme il y a un super nom qui est métal. Meital. D'accord? Il y a fait quoi? Meital. Mem Yud Tal. L'eau de la rosée. Alors, tu as des jeunes filles en Israël qui s'appellent Meital. Mais quand tu dis à ta grand-mère, comment s'appelle ta fille? Métal. Et ton fils, mort. Quoi? Ouais. Kitsu. Il faut faire attention. Mort, c'est Mir. Il a fait Toda. Bon, ils ne sont pas que c'est lettres. Mort, Mir, c'est mort, il y a un problème. Ça rappelle mar. Amertume. Amer. Ça donne en français le mot amer. Amertume. Mar. Ben, le Midrash, il s'arrête à ça. Il dit c'est pas par hasard que dans Shirachirim, on voit que de sa main découle la myrrhe, parce que ça appelle l'amertume. De quelle amertume on parle? Alors regardez. Des Gazar Koresh. Les décrets de Koresh étaient amers. Attends, je comprends pas. Koresh, c'est lui qui s'est levé, qui a dit au Ham Israël, Mi Bachem Mikolamo, montez en Eretz Israël, reconstruisez le Beth Amikdash. Comment tu peux parler des décrets amers de Koresh? Contradiction avec tout ce qu'on a vu. Continuez. Ve'amar, et Koresh il a dit, de avar perat avar, de lo avar lo yavor. Celui qui a passé l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, il est passé. Celui qui n'a pas passé encore le fleuve de l'Euphrate, il ne passera pas. Prenez la carte ici. La mappa. Tel Aviv, vous l'avez? Le Tel Aviv de Bavel, le faux Tel Aviv. Ok. Mais le fleuve que vous avez ici, au nord de Tel Aviv, vous voyez au nord de Tel Aviv? Emmanuel. Maman, je te dérange, c'est un échama. Je t'explique tout de suite. Regardez au nord de Tel Aviv. Quelle grande ville il y a au nord de Tel Aviv? Bavel. Ok, au nord de Tel Aviv, il y a Bavel. Maintenant, c'est quoi le fleuve sur lequel Bavel est construite? Alors, ok. Nehar Perat. Oh, là, ici, il y a marqué Nahal Perat. Non, il y a marqué Nehar. Non, Nahal. Nahal Perat. C'est l'Euphrate. Ce long fleuve-là, c'est l'Euphrate. Pourquoi il est important? Maintenant, vous allez voir des villes qui sont très importantes dans la Torah. Regardez, descendez le fleuve de l'Euphrate, vers la droite. Descendez. Vous retombez par Tel Aviv. Vous retombez Tel Aviv? Ok.
Vous continuez vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Vous arrivez à... C'est pas Or. Ur Kasdim. À l'endroit où il est né Avraham Avinu. C'est ici où Avraham Avinu il est né. Ur Kasdim. Aujourd'hui, c'est Mamash, la frontière entre l'Iran et l'Irak. Ur. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi quand Terah, qu'est-ce qu'il décide de faire Terah? De monter en Eretz Israël, vous vous rappelez? Pourquoi il ne fait pas Ur Yerushalayim? Qu'est-ce qu'il y a là? Le désert. C'est dur de traverser tout le désert comme ça. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? De monter le fleuve. Alors on y va. Ur, il monte, donc il revient à Tel Aviv. Il arrive à côté de Bavel. Et venez, on continue. Le fleuve de l'Euphrate. On monte le Pérat. On monte. On arrive à Haran. Vous l'avez tout en haut, Haran? C'est là où il s'est installé, Avraham Avinu, avec Terah. Il s'est installé à Haran. Et c'est de Haran qu'il va recevoir à l'âge de 75 ans l'ordre de Akadosh Baruch Hu Lech Lecha, de monter en Eretz Israël. Donc il va descendre de Haran, il va arriver jusqu'en Eretz Israël. Ça, c'est le parcours de Avraham Avinu. Cette partie du globe là est très importante. Maintenant, regardez. L'empire babylonien, c'est-à-dire Nebuchadnezzar et ceux qui vont suivre après, eux, ils vont être l'empire babylonien. Quand Bavel va tomber, on va en parler tout de suite, c'est la Perse, donc c'est l'Iran d'aujourd'hui. On avait expliqué que Sancheriv, c'est Daesh. Okay, c'est l'empire islamique. C'est-à-dire, c'est Assyrie, c'est l'empire islamique. Et l'Iran d'aujourd'hui, c'est Paras d'aujourd'hui, c'est Amman. C'est-à-dire, tout revient, toute l'histoire revient. Regardez Shushan. Où est-ce que c'est Shushan? C'est en plein Iran, à droite. Vous l'avez, la ville de Shushan? Et la ville de Shushan, ça va être la capitale de la royauté de Perse. Donc, quand on parle des rois de Perse, c'est à Shushan. Quand on parle des rois de Bavel, c'est dans la ville Bavel. Maintenant, Koresh, il habitait Bavel. Et qu'est-ce qu'il dit? Les Juifs qui sont montés en Israël déjà, et il a traduit par le terme, l'expression, ceux qui ont traversé l'Euphrate, ceux qui ont traversé la frontière, on ne va pas aller les chercher en Eretz Israël. Mais ceux qui ne sont pas encore passés l'Euphrate, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait leur alia, on va fermer les frontières. Okay? Pourquoi on dit qu'on donne un peu l'Alia pour construire le deuxième temple parce qu'ils ne sont pas montés à ce niveau alors que maintenant on sait qu'ils ont fermé les frontières. Ils ont fermé les frontières. Alors on va arriver à tout ça. Tu as raison, on va arriver à tout ça. Juste regardez ici. Regardez, reprenez le 37 maintenant. Vous avez compris au niveau géographique qu'est-ce que ça veut dire le Pérat. Alors on reprend. Veyadai natfu mort. Et mes mains découlent de mes mains morts de l'amertume. Merarim, c'est les décrets amers des Gazar Koresh qu'a décrété Koresh. Ve'amar, il a dit Davar Perat Avar, Delo Yavor lo Yavor. Delo Avar lo Yavor. S'il n'a pas encore passé le Frat, s'il n'a pas encore fait son alia, on l'enlève, on lui reprend son passeport. Amar Rabbi Yochanan, Ktiv, Rabbi Yochanan dit Chosher Hashemesh, Chashach Hashemesh Betzeto, Levai Avakabilahu Yoma, Velo Denacha. Et il te dit l'obscurité, Chashach Hashemesh. Le soleil est devenu obscur lorsqu'il est sorti, alors qu'il aurait dû resplendir de lumière. Non, le soleil est devenu obscur lorsqu'il est sorti. Ah, si au moins ce jour ne s'était pas levé. De quel jour on parle? Du jour où Koresh va faire ses nouveaux décrets. Et on y va. Yatsa Koresh. Il est sorti Koresh. Le Midrash raconte tous les nouveaux décrets de Koresh. Les Tayel Bamdina. C'est quoi les Tayel? Il fait un tioul. Il se promène dans la Mdina. Vera Amdina Shomemet. Il voit son état totalement mort. Il n'y a pas d'économie. Il y a une inflation terrible. Tout va mal. Amar. Et il dit Koresh. Pourquoi cet état? Pourquoi mon état? Pourquoi mon royaume il est Shomemet? C'est-à-dire rien ne bouge. Moi je fais des guerres, je ramène les richesses du monde entier et vous ne bougez pas. Vous ne développez pas le pays. Eran hem azeavim. Où sont ceux qui s'occupent du zahav, de l'or? Echanem akasafim. Où sont ceux qui s'occupent de l'argent, du commerce, de l'import, l'export, la bourse, l'immobilier? Où sont tous ces gens qui font tourner l'économie de notre pays? Amroulo, ses conseillers lui ont dit Velo atahu chez Gazarta. Quoi, c'est toi qui nous poses la question? C'est pas toi qui as décrété, Vamarta, et qui a dit Kol hayudim yetsu ve'yivnu et Bet Hamikdash, que tous les juifs doivent sortir du pays pour aller reconstruire le Bet Hamikdash?
Minhon de Avim, c'est d'eux que vient l'or. Ou Minhon Kasafim, c'est d'eux que vient l'argent. Hadesalgin de Minla Mikdasha. Et tous les juifs, ils sont partis pour construire le temple, pour construire le Beth Amikdash. Be'ahisha ata, au même moment, François Hollande, il arrive, il dit stop, ne montez pas. Ne montez pas. Gazar ve'amar, et là il a fait son décret d'avar perat avar, de lo avar lo yavo. Ceux qui sont déjà en Eretz Israël, il ne va pas les chercher. Les Français d'Eretz Israël qui sont déjà montés, qui ont déjà fait leur alia. Mais il va tout faire pour empêcher que les Juifs qui n'ont pas encore fait leur alia, de faire leur alia. De quelle façon ils vont faire? Ils vont fermer les frontières. Sur tout le long de l'Euphrate, ils vont mettre des gardes qui empêchent la sortie des Juifs, la fuite de l'argent des Juifs, la fuite des cerveaux juifs d'arriver en Eretz Israël. Maintenant, on avait fait le combat. Okay. Une question juste technique. Koresh, c'est quoi sa fonction au sein Roi. Roi du monde. Ah, mais alors par rapport à Nabucodonosor, Nabucodonosor, Evil Merodach, Balshazzar, c'était Bavel. Tombe Bavel. Ah, et juste après. Juste après, Darius I et Koresh, Cyrus prennent le pouvoir. Et c'est la nouvelle royauté, le nouveau royaume de Perse qui domine le monde. Donc c'est le roi du monde. Mais le roi du monde, il est hyper idéaliste. Quel nom il a appelé les Juifs? Hashem Eloke Shamaim. Eloke HaShamaim. Le Dieu du ciel m'a ordonné de lui construire une maison. Mais quand ça touche son portefeuille, alors là, il n'y a plus de Dieu du ciel. Il n'y a plus d'idéalisme. Il n'y a plus rien du tout. C'est l'intérêt de la nation qui prône. Et il va empêcher les Juifs de remonter. Maintenant, on avait fait le parallèle entre Hatzarat Koresh, la déclaration de Koresh et la déclaration de Balfour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On avait expliqué que l'Empire ottoman va tomber. Les Britanniques vont récupérer l'Empire ottoman pour quoi faire? La Palestine de l'Empire ottoman pour en faire un État d'Israël. Parce qu'il avait proposé au SDN, à la SDN, à la Société des Nations, l'ONU de l'époque, je récupère la Palestine pour en créer un État juif. C'est ça leur but. C'est idéaliste ou c'est pas idéaliste? C'est super idéaliste. Ils ramènent le peuple de la Bible sur sa terre. C'est hyper idéaliste. Je vous montrerai le film d'Hamoud Daesh. Tu vois tous ces Anglais arriver avec des chevaux pour libérer la Palestine des mains des Ottomans, des musulmans, pour le donner aux Juifs. C'est méchiris, c'est messianique. Mais tout va tomber. Qu'est-ce que vont nous faire les Britanniques? Prenez la page de Makor 55. On y va. Et là, c'est à pleurer. 55. Premier livre blanc, 3 juin 1922. Alors, le livre blanc porte, bien sûr, très mal son nom, puisque ce n'est pas un livre blanc, c'est un livre noir de noir. Premier livre blanc. C'est quoi un livre blanc? Il est connu comme le livre blanc de Churchill et fut publié pour répondre à l'opposition des Arabes palestiniens au terme du mandat quant à l'établissement d'un foyer national juif. Quand les Arabes qui habitent ici, il y a des Juifs qui habitaient ici, on est en 1920, et des Arabes qui habitaient ici. Les Juifs et les Arabes, quelle nationalité ils avaient? Palestiniens. Le Rav Kook, un Palestinien. Ça va faire le buzz sur Internet. Le Rav Kook était un Palestinien. Il y avait plus de Juifs à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait, je ne sais pas exactement les chiffres, je vous donnerai les chiffres. Il y a un chiffre très clair de combien de personnes étaient à Jérusalem, à Safed, à Tzfat, à Yafo, à Hebron. On sait exactement le nombre de personnes qu'il y avait. En tout cas, en Eretz Israël, toutes les personnes qui habitaient en Eretz Israël, c'était la Palestine. Tous les Juifs étaient palestiniens et tous les Arabes étaient palestiniens. Ok? Mais il n'y avait pas d'État palestinien. Avant, c'était l'Empire ottoman, l'Empire turc, le sultan, le calife qui dirigeait ici. Et ensuite, tout est tombé. Les Britanniques récupèrent ça pour faire un foyer national juif. Maintenant, regardez comment c'est marqué. C'est marqué les Arabes palestiniens, pas les Palestiniens, parce qu'il y a des Juifs palestiniens. Jusqu'en 1948, toutes les personnes qui vivaient ici sur cette partie du globe étaient palestiniens. Ok. Rav Kook a marqué Grand Rabbin of Palestine. The Great Chef of Rabbinat of Palestine. Le grand chef du rabbinat de Palestine. Rav Kook, tu m'étonnes. El Hama, parce qu'il habitait ici. C'était l'identité. Il a fait. Maintenant, quand les Arabes, au départ, ça ne les dérangeait pas. Pendant 500 ans, ils étaient sous l'Empire ottoman. Jamais ils ont demandé un État libre. Jamais ils ont demandé d'avoir un État arabe de chez eux. Jamais.
C'est quand les Britanniques sont là pour faire un État juif qu'ils se soulèvent. De quelle façon ils se soulèvent? Les armes. On a vu déjà en 1920, ils font des pogroms à Jérusalem. Ils lèvent dans Nabi Moussa, vous avez vu les photos, le jour de la fête de Moshe Rabbeinu. Ils ne voulaient pas d'État musulman, mais ils ne voulaient pas non plus un État juif. Ils voulaient pas. Non, ils voulaient pas. Les Arabes, ils voulaient pas un État juif. Ils se sont levés, mais ils voulaient pas un État indépendant à eux, comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas indépendants et ils n'ont jamais demandé l'indépendance. C'est nous qui crions les Shana Abba B'Yerushalayim. Je vous rappelle que c'est pas simple de faire que l'Angleterre vienne et faire la conquête d'Israël. C'est les Turcs, ils étaient forts. Et là, comment ils ont pu, les Anglais? Parce qu'il y avait des Juifs qui étaient en Eretz Israël, qui aidaient les Anglais en tant qu'espions pour l'Angleterre, pour permettre l'arrivée de l'Angleterre en Israël. La fameuse Nili, c'est quoi Nili? Netzach Israël Lo Yeshaker. C'était une femme, elle s'appelait Nili, et c'est toute la famille qu'on a visité à Rehovot, qui est à Zichron Yaakov, qui était là pour permettre les Anglais de venir là. Nous, on les a aidés, les Anglais. Pourquoi on les a aidés, les Anglais? Pour pouvoir récupérer notre pays grâce par l'intermédiaire des Anglais. Mais les Arabes, ils n'ont pas demandé aux Anglais, venez comme ça vous libérez notre pays, on récupère notre indépendance. Un casé d'avant. Les Arabes qui étaient là, ils sont là, ça fait 60 ans, 30 ans, peut-être il y en a de 200 ans, mais ils n'ont jamais une aspiration d'une indépendance, d'un État indépendant. Ils sont là, ils vivent là, c'est tout. Oui. Pourtant, sur cette terre, il y avait, on dit que c'était juste un simple lieu de passage. Qu'il y avait juste... Exactement, c'est ce que je veux dire là. Ce qu'il dit David, c'est que c'était un simple lieu de passage. Il n'y a aucune ville qui a été développée. Les villes de l'époque du Tanakh, elles sont restées telles quelles, avec des gens qui venaient habiter dans ces villes, dans les villages. Il n'y a pas eu de développement de routes, il n'y a pas eu de développement d'agriculture, il n'y a pas eu de... Rien du tout. Rien n'a été développé pendant 2000 ans, c'est fou. Maupassant, il passe, pas Maupassant, Chateaubriand, il passe en Eretz Israël, il dit, attendez, c'est quoi ce désert? Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, il passe en Eretz Israël, il se dit, c'est quoi ce désert? Félix Beauvais, connu en Suisse, c'est un prêtre suisse, il vient et dit, je sais pourquoi c'est un désert. Hachem réserve sa terre pour son pays, pour son peuple. Eretz Israël n'a pas accepté les nations, elle est restée un midbar. C'est une bracha. Les Arabes sur place, c'était quoi? Les Bédouins, des gens qui... Comme aujourd'hui, tu sais, à Haza, la grande famille des Arabes à Haza, c'est quoi le nom de famille le plus répandu à Haza? C'est El Misri. El Misri. La famille El Misri. C'est quoi? Le Misri, l'Égyptien. La majeure partie des Arabes à Gaza, ils viennent d'Égypte. Mais pourquoi ils sont venus en Israël alors? Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Regarde-moi ce qui se passe en Syrie. Si ça ne s'était pas passé, on n'aurait pas pu comprendre ce qui s'était passé avant. En Syrie, tu vois des millions de réfugiés qui vont dans le monde entier. Là, ils veulent. Ils trouvent un endroit où on ne viole pas leurs filles, où on ne prend pas leur argent, où ils peuvent vivre. Ils arrivent en Eretz Israël, ils ont des possibilités de vivre. Ben voilà. Regarde dans l'espace de combien d'années, de nombre comment ça s'appelle? Du Soudan, des Soudanais qui viennent à Tel Aviv. En l'espace de quelques années, il y a eu 60 000 Soudanais. Pourquoi? Parce que la frontière, elle n'était pas très hermétique. Et ils rentrent. Parce que, c'est clair, il vaut mieux être Soudanais en Israël que Soudanais au Soudan. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? De venir en Israël. Et ça va très facilement. Très vite, ça marche. 60 000 personnes en l'espace de 2-3 ans. Alors, imagine 2000 ans. Imagine même seulement 500 ans. Tout peut changer. À Zichron Yaakov, qu'on est allé, il y avait un village au nord de Zichron Yaakov. Au nord de Zichron Yaakov, c'est des gens qui viennent d'Afrique, qui habitent là-bas, des musulmans africains qui habitent là-bas. Je ne sais plus leur race. Pourquoi on les a fait venir là-bas? Parce que c'était des Noirs africains. Parce qu'à l'époque, il y avait les marécages, il y avait beaucoup de typhus. Eh bien, eux, ils n'étaient pas atteints par le typhus. Le moustique, il arrivait, il piquait, c'est le moustique qui mourait, pas lui. Alors, on dit, mais c'est extraordinaire, ils vont pouvoir travailler, eux, dans les champs. Et donc, le sultan, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait venir toute une population, il y a 100 ans, et il les fait installer dans une ville en Israël. Mais ça change la démographie, surtout dans un petit pays. Ce n'est pas les États-Unis où tu t'étends à une superficie énorme. C'est un tout petit pays. Il suffit 60 000 personnes, il y a 100 ans, qui s'installent ici, alors que ce n'est pas leur pays, pour changer la démographie. Attends, une mauvaise nouvelle. Les personnes qui veulent faire la paix entre les Juifs et les Arabes, il faut d'abord faire la paix entre les Arabes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'Arabe de Gaza et l'Arabe de Hebron et l'Arabe de la Galilée et l'Arabe du désert, ça n'a rien à voir. C'est des peuples totalement différents, des façons totalement différentes de réfléchir.
Et ce ne serait pas si étonnant que ça, qu'un beau jour, d'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu en politique aujourd'hui. C'est les Arabes de Gaza ne sont pas du tout d'accord avec les Arabes de Judée-Samarie. Il y a une guerre entre eux. Eux, c'est le Hamas à Gaza, et là-bas, c'est l'autorité palestinienne. Il y a des guerres internes, mais ça, on ne veut pas voir. Parce que l'homme, il préfère pas de problème, je veux pas de problème. Non, je ne veux pas faire de problème. Il veut trouver les solutions faciles pour trouver sa paix intérieure. Mais Hachem ne nous permet pas ça. Alors regardez, on est en 1920, on est en 1922. Les Arabes se révoltent. Révolte arabe, ça veut dire tuer. Maintenant, regardez à l'époque, se soumettre au terrorisme, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si on t'attaque, au lieu de montrer une main forte que les terroristes n'aura pas force de loi ici, qu'est-ce que font les Britanniques? Parce que c'est contre eux. C'est contre nous. Alors, c'est contre nous, disent les Britanniques. Nous, on est venus par idéal pour refaire l'État juif, l'État antique d'Israël. Mais maintenant, c'est contre nous qu'ils en sont. Ils vont tuer des Britanniques, ils vont tuer des soldats britanniques. Mais attends, je suis en train de réfléchir. On est au Moyen-Orient. Pourquoi aussi on est venu au Moyen-Orient? Pas si ça dit que ça, disent les Britanniques. On est venu par intérêt économique. On va faire un État d'Israël, donc on va avoir la main prise sur l'État d'Israël. Et ça nous permet d'avoir une possibilité de marché économique énorme avec les pays du pétrole. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, attends, il y a des millions, des centaines de millions d'Arabes. Les Juifs, ils n'ont pas d'État. Alors, il faut faire plaisir au monde arabe pour pouvoir acquérir le marché arabe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en 1922 sous la pression des Arabes? Ils vont créer l'État palestinien. Alors, regardez, quel État palestinien ils créent? Winston Churchill, je lis, je ne sais pas, remplit à l'époque les fonctions de secrétaire colonie. Ce livre blanc, c'est quoi ce livre blanc? C'est un décret. Restreint le territoire destiné aux foyers juifs. C'était quoi le territoire destiné aux foyers juifs? C'était tout Israël d'aujourd'hui. Attendez, comment on va faire ça? Ça, c'est Israël d'aujourd'hui. C'est vrai? Non. Bon, vous imaginez Israël d'aujourd'hui ou pas? Ça, c'est Israël d'aujourd'hui, Nagui. Ça, c'est Israël d'aujourd'hui. On va le faire comme ça. Ça, c'est Israël d'aujourd'hui. Voilà. Vous voyez là? Ah, c'est excellent là. Ça, c'est Yerushalayim. Ça, c'est Machon Mir, ici. Ça, c'est Tel Aviv d'aujourd'hui. Ça, c'est Herzliya. Ça, c'est Netanya. Ça, c'est Haïfa. Ici, c'est? Vous connaissez? Ok. Ça, c'est le désert du Negev. Ça, c'est Gaza. C'est quoi ça? La Jordanie. Quand les Britanniques, ils reçoivent de la main des nations, la Palestine, c'est tout ça. Collèle la Jordanie, inclut la Jordanie. Donc, à l'est et à l'ouest du Jourdain, verra le jour l'État juif. Vous comprenez la joie du Rav Kook en 1920 quand ils annoncent à San Remo, ça y est, que le truc, c'est une joie énorme. On va voir l'est et l'ouest du Jourdain. À nous, tout ça, ça sera l'État juif. C'est pas énorme, mais pour nous, c'est énorme. Mais à nous, l'État juif, c'est avec ou sans la Jordanie? Avec la Jordanie. Oui, c'est à nous, c'est Gad. Réhouven, ils habitaient là-bas. Et Khatsi Shevet Amenaché. Hein? Il faut récupérer la Jordanie. Voilà. Teksaha. Il faut refaire venir tous les Juifs pour récupérer la Jordanie. On n'y est pas encore, mais on y arrivera. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Arabes se rebellent. Les Britanniques, eux, ils ont décidé, sans demander au LSDN, sans demander aux sionistes, sans demander aux Juifs, rien du tout. Ils vont donner toute la Jordanie au fils de l'émir d'Arabie Saoudite, c'est là l'Arabie Saoudite, pour faire plaisir à la famille des émirs et de dire, vous avez un fils, il cherche un royaume, on lui donne. Ils vont donner à Abdallah diriger la Jordanie. Maintenant, ceux qui dirigent la Jordanie, ce n'est pas des Palestiniens. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Arabie Saoudite. Mais ils ont la main mise sur la Jordanie. Ok? Les Britanniques nous ont volé la Jordanie. En 1922, ils créent le royaume de Jordanie. Moi, tu me demandes, quand est-ce qu'elle a été créée, le royaume de Jordanie? Royaume de Jordanie, 2000 ans, 3000 ans peut-être, comme le Ham Israël. Créé de toutes pièces par les Britanniques en 1922, en volant ce territoire à Israël. Le Rav Ziudako il disait, les Britanniques paieront de nous avoir... D'abord, c'est fait tout le mal qu'ils nous ont fait, on verra, mais voler un territoire à nous. Aujourd'hui, ils n'ont plus de territoire. Une petite île, où il fait le brouillard tout le temps, et 2 équipes de foot qui se battent en duel, Manchester, Chelsea, Totsaot, je ne sais pas. C'est tout ce qu'ils ont. Ils vivent seulement sur la finance, et la finance, en une fois, tout peut tomber. Ils n'ont plus de force. Hachem, petit à petit, il punit les Britanniques. Mais pas que pour ça. Pas que pour nous avoir pris Eretz Israël. Maintenant, on y va.
À cause des Britanniques, il ne nous reste plus que ça. Aujourd'hui, si une personne te demande, mais il faut faire un État palestinien, eh ben oui, ils l'ont fait déjà en 1922, ça a été créé déjà. Ça a été créé. C'est comme si, imaginez-vous, Chas Veshalom, les Eloïe, ces stam imaginaires, ce que je vous dis pour les Amrish, pour concrétiser la chose. C'est comme si en 2016, ils vont faire l'État palestinien. Ils ne le feront pas, bon. Mais c'est comme si. Donc, on fait un État palestinien. Sur quoi? Sur la moitié d'Eretz Israël, comme à l'ONU. Alors, vous avez Eretz Israël là? Maintenant, on fait sur la moitié de l'État d'Israël. Alors, il y a fait. Donc, il ne nous reste que ça. Ça marche? Il ne nous reste que ça. Parce que la moitié, c'est arabe, l'État palestinien. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des Arabes. Il y a aussi des Arabes à Yafo. Il y a aussi des Arabes à Haïfa. Il y a aussi des Arabes à côté de Netanya. Il y a aussi des Arabes au nord dans la Galilée. Il y a aussi des Arabes dans le désert. Il y a des Bédouins dans le désert. D'accord? Et un beau jour, 80 ans plus tard, donc 2016, 2096, ces mêmes Arabes décident, nous, si on veut avoir notre État, qu'est-ce qui reste? Plus rien. Vous avez compris? L'État palestinien a été créé en 1922. C'est la première des choses que vous direz quand vous serez à l'ONU. Tu ouvres la séance à l'ONU par « On est revenu en Eretz Israël » parce que Hachem nous a demandé de retourner en Eretz Israël. C'est notre terre, il nous l'a donné. Vous nous avez volé. Tu vas à l'ONU, tu demandes ça. Au nom de la SDN, de l'ONU de l'époque, les Britanniques nous ont volé une partie de la Palestine. Qui aurait dû revenir à nous. Mais ça, personne ne dit pas. Parce que ce n'est pas politiquement correct. Mais qui décide qu'est-ce qui est politiquement correct et pas correct? Hachem. Beshem Hachem. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc regardez. Et donne le contrôle des terres situées à l'est du Jourdain à l'émir Abdallah pour en faire la Jordanie. T'es d'accord, Hillel? C'est-à-dire? Il réaffirme, mais non, politiquement correct, on a comment ça s'appelle, le Nimus britannique, la politesse britannique. Il réaffirme le droit au retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Oui, vous êtes le peuple de la Bible. La terre, oui, mais j'ai lu dans les versets que cette terre, c'était en fait Nabbi Moussa, le prophète Moshe, qui a accepté à Gad Reuven de s'installer. C'était pas vraiment la terre de prédilection, mais vous inquiétez pas, dans la terre de prédilection qui est à vous, c'est-à-dire l'ouest du Jourdain, alors ça sera entièrement à vous. On n'y touchera pas. Mais pose néanmoins comme condition à l'immigration le niveau des moyens financiers des postulations à l'immigration. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais on doit limiter l'alia. On est obligé de limiter l'alia. Seulement les personnes riches peuvent monter en Israël. Ben oui, vous savez, c'est très difficile en Israël. L'alia, c'est très difficile. Uniquement les personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent monter en Israël. Les pauvres, tant pis, vous ne pouvez pas aller voir la terre ancestrale. Et comme ça, ils limitent l'alia. Ça, c'est le livre blanc 1922. Exactement ce que Koresh a fait. Mais à l'époque, il fallait savoir ce que Koresh avait fait pour aller se présenter devant Winston Churchill et lui dire exactement qu'est-ce qu'on pense de ça. Pourquoi les riches? Pourquoi les riches? Parce que c'est difficile de vivre. Ah, comme ça, c'est une façon morale de limiter. C'est pour ton bien que je fais ça. Je ne suis pas méchant. T'as pas beaucoup de... Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis postier. Et ta femme? Postière. Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? C'est dur. Ne monte pas. Ne monte pas. La blague a toujours été vraie. Comment on devient millionnaire en Israël en devenant milliardaire? Ça a toujours existé. Les gens qui avaient de l'argent, c'est différent quand même. Les gens qui ont beaucoup de moyens, c'est différent quand ils arrivent en Israël. Il n'y a pas beaucoup développé. Ils vont survivre, ils vont acheter des terres, ils vont cultiver. Un type qui n'a pas l'argent pour acheter des terres, c'est un peu difficile. Donc ils disent, par amour pour vous, ne venez pas en Israël. Et à qui ils parlent là? Aux Juifs du monde entier. Hein, parce qu'en fermant, eux ils sont là-bas en Israël, les Britanniques, en fermant les frontières, ils empêchent les Juifs du monde entier à monter. Derrière Hagav, très triste. De 1919 jusqu'à 1922, c'est ce que tu disais, Avner. La question, c'était quoi ta question? On critique les Juifs, ce truc. Bien fait. De 1919 à 1922, tous les Juifs qui voulaient venir en Israël, ils pouvaient. Pendant 3 ans, les portes, elles étaient ouvertes. Ensuite, les portes de l'enfer se sont fermées. Ensuite, pour venir, c'était plus difficile. Et plus d'années passées, jusqu'à les années 33, c'était impossible. On va arriver tout de suite. Là, vous allez voir des choses. Niveau de l'histoire, à pleurer. Pardon? Peut-être, un petit peu, mais c'est pas... Tu vas voir, on va voir les livres exactement, qu'est-ce qu'ils ont marqué. Ben bien sûr, ils auraient pu tous monter. Ben quand ils les a appelés, ils auraient pu tous monter. Et plus ça avance, plus c'est dur de monter.
toujours comme ça, quoi. C'est un machin. Ken. Mais là, aujourd'hui aussi, ils peuvent tous monter. Alors là, c'est sûr, mais bon, on est déjà. Il n'y a pas un risque que là, justement, ça repasse un peu comme ça. C'est-à-dire que. L'OEDA. S'ils ne montent pas, bah, c'est dangereux, quoi. Je sais pas, moi je vois le passé. L'histoire d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est différent. Les gens ont avancé. Vous savez pas que depuis après la Shoah, l'Europe tout entière, tous les matins, il y met Messilat Yesharim pour être super moral et il fait tchouva sur ce qu'il a fait. C'est une Europe tout à fait nouvelle. C'est-à-dire allez, 56. Second livre blanc. 21 octobre 1930. 21 octobre 1930. Il est connu comme le livre blanc de Lord Parsfield. Allez, on doit finir là. Wow. C'est des trucs que tu peux pas finir. Tellement tu vois ça, tu dis. Il est connu comme le livre blanc de Lord Parsfield, secrétaire britannique aux colonies. Il est publié après les émeutes sanglantes de 1929. Ok, 1929, c'est quoi? C'est des Arabes de la ville de Hébron. Ok, qui ont purement et simplement massacré hommes, femmes, enfants et la yeshiva de Hebron. La fameuse yeshiva de Hebron en 1929 a été massacrée. Maintenant, c'est quoi massacrer? Excusez-moi, mais je suis obligé de vous le dire. Des mains coupées, des têtes coupées. Les Britanniques, ils arrivent, ils disent mais c'est quoi? Le type, pour lui voler sa bague, il n'avait pas le temps de lui retirer la bague, il lui a coupé le doigt. Il est parti avec le doigt et la bague. C'est à ce niveau-là, des bêtes féroces. Quand on est rentré en 67, pour libérer Hebron, les Arabes, ils avaient peur que les Juifs se vengent de 1929. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas des animaux. C'est ça qui fait toute notre différence. 1929, quand le Rav Kook apprend ça s'est passé un Shabbat, je crois. Quand il apprend ça, il s'évanouit. Il reçoit il y avait même le téléphone ou le télégraphe, je ne sais plus. Quand il apprend cette nouvelle, il s'évanouit. Tombe. Le Rav Kook. Qu'est-ce que font les Anglais? Ils ont attendu avant d'apporter leur secours pour sauver les Juifs. Ils n'ont rien fait. On ne va pas se mêler. Mais quand les Juifs veulent se défendre, tout de suite ils arrivent et ils empêchent le débordement. Parce qu'on est là pour protéger la population. Maintenant tu peux dire, attends, mais tu vois que tu as affaire à des animaux. Tu vois que tu as affaire à des hommes qui se comportent comme des animaux. Qui n'ont plus l'image divine, qui ont perdu l'image de l'homme. Non. Qu'est-ce que font les Britanniques? Ils cèdent. Et regardez ce qu'ils publient. Il remet en question la poursuite de l'implantation juive en Palestine. Non, les Juifs n'ont plus le droit de venir habiter en Palestine. Et favorise à la priorité à l'emploi de la population arabe et ce même au sein des entreprises juives. Tous les Juifs sont obligés d'employer des Arabes et uniquement des Arabes. Mais où est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qui se passe là? Les Arabes du coin, de Syrie, d'Irak et tout ça, d'Égypte, ils commencent à venir. Il y a du travail. On va pouvoir travailler et gagner de l'argent. La réaction du Yishuv, le Yishuv c'est l'implantation juive, et des institutions sionistes mondiales fut alors virulente. Mais ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas de pays, parce qu'on n'a pas d'armée, parce qu'on n'a pas une puissance politique. Golda Meir, dans les années 46-47, après la Shoah, elle fait partie de la fédération sioniste, du comité sioniste, avec David Ben Gurion, etc. Et elle voit toutes les nations, non, c'est pas, d'accord, il y a eu la Shoah, on ne sait pas si on vous donne un pays, pas un pays, mais alors peut-être de telle manière, ou en rotation, peut-être une fois c'est les Arabes qui vous dirigent, et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire. Golda Meir, qu'est-ce qu'elle dit? Quand viendra le jour où l'avenir du peuple juif ne dépendra pas de la bonté des nations? Quand viendra le jour où l'avenir du peuple juif ne dépendra pas de la bonté et le bon vouloir des nations? Ça, c'est ce qui fait la différence quand tu es un juif en France ou que tu es un juif en Israël. Quand tu es un juif en Eretz Israël, tu sais que ton avenir dépend de toi. Dépend de ton peuple, c'est nous qui décidons de notre avenir. Quand tu es en France, ça dépend des décisions de l'État. Une personne qui vient aujourd'hui et qui commence à nous dire, et en plus quand c'est une personne de Torah, c'est encore pire. Elle vient, elle dit, il y a autant d'attentats à Jérusalem qu'à Paris. Il y en a plus à Jérusalem. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Que l'avenir des Juifs à Paris, il dépend du bon vouloir de la nation dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire des goïms. Mais notre avenir à nous, il dépend de nous. Et ça, tu ne peux pas l'expliquer, ça.
Personne n'a dit non, moi je regarde les résultats. Combien de morts? Combien de morts? Mais ça, tu vis dans un cimetière, tu vis. Tu vis dans un cimetière. L'Europe, cimetière des Juifs. Quand est-ce que le Juif pourra se relever et dire que je décide de mon avenir, indépendamment de toi? Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la Géoula. Dans Masechet Brachot, il est marqué, c'est quoi la différence entre Yemot Mashiach et Haolam Hazeh? C'est quoi la différence entre ce monde-ci et l'époque messianique? C'est Shirbud Malchuyot Bilvad. C'est seulement l'asservissement de la nation. Tant que tu es sous le contrôle des nations, alors sache que c'est le Haolam Hazeh. C'est le monde comme on le connaît. Si tu te libères, si tu es indépendant, alors là, c'est Yemot HaMashiach. Là, c'est l'avènement messianique. Là, c'est l'époque messianique. Mashiach, c'est la royauté d'Israël. Là, tu te relèves. Va'elechotrem komimiyut. Je viendrai avec vous avec komimiyut, c'est-à-dire on se relève. On se relève du fait que pendant toute la galoute, on était comme ça. Suite aux pressions. Ok, maintenant, la fin. Alors, la fin. Alors, regardez. 57, et on finit. Troisième livre blanc. 17 mai 1939. Là, ça a pleuré. 1939, ils font un livre blanc. Il est publié le 17 mai 1939. Suite à la grande révolte arabe en Palestine. Il est connu comme le livre blanc de Malcolm McDonald, secrétaire aux colonies. Il a été élaboré après une conférence anglo-judo-arabe tenue à Londres en février 1939. Je ne comprends pas comment en Israël on ose appeler des rues en Israël au nom de Malcolm McDonald. Je ne comprends pas. Regardez ce qu'il a fait. Ce livre veut apaiser le soulèvement de la population arabe de Palestine en limitant la vente de nouvelles terres aux Juifs. Toute vente de terres aux organisations sionistes est interdite en Samarie. Interdiction de vendre aux Juifs. Dans la bande de Gaza et dans la région de Be'er-Sheva. Maintenant, regardez. L'immigration juive est limitée à 75 000 personnes sur une durée de 5 ans. On est en 39, plus 5. Pendant toute la période de la Shoah, Hitler tuera des Juifs dans les chambres à gaz et les Britanniques s'inquiéteront, feront tout de façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de sortir de ces chambres à gaz. Elles nous ferment Eretz Israël. On ne peut plus fuir, on ne peut plus revenir à la maison. Notre maison est fermée par des complices aux nazis qui s'appellent les Britanniques. Comment ils peuvent se lever la tête devant l'âme Israël? Comment ils peuvent oser parler sur l'âme Israël? Alors qu'ils ont été main dans la main avec Hitler. Main dans la main avec Hitler. Quoi de plus naturel que les Juifs renvoient dans Eretz Israël, dans leur pays? Non, dit la Britannique. Non, dit les Anglais. Ils resteront, ils mourront pendant la Shoah. Maintenant, regardez les chiffres. Combien de Juifs sont permis d'entrer en Eretz Israël? 75 000. Ça vous rappelle quoi, 75 000? Nahon. À Purim, on a tué 75 000 Perses. Les chiffres, ils ne montent pas. C'est pas possible, c'est quoi ce truc? Quel rapport? On revit Purim, mais cette fois, il n'y avait pas Mordechai Esther. Cette fois, Haman, il a réussi. Cette fois, Haman et les fils d'Haman, ils ont réussi. Achashverosh, il a réussi. L'Allemagne, les Anglais, l'Europe tout entière a voulu empêcher, Chas Shalom, le soulèvement, le retour de la Shrina dans le monde. Le retour de la présence divine dans le monde par l'intermédiaire de Israël. Mais bon, Hachem, Netzar Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne s'arrêtera pas là. Et on ne s'est pas arrêté là. Et malgré toutes les souffrances qu'ils ont voulu nous endurer, on est ici, à Yerushalayim, au Machon Meir, en train d'étudier la Torah, sous un beau soleil d'hiver. Shabbat Shalom.